L'an dernier, j'ai proposé à la ferme Genet de ne pas annoncer leur panoplie de produits artisanaux, traditionnels et réconfortants. On a annoncé pareil et ça a été la folie du temps des fêtes. Si j'avais à ne pas annoncer quelque chose d'incontournable à la ferme Genet cette année, je choisirais les bûches de la chef Jenny, particulièrement la tiramisu et la choco-fraise. Vous hésitez? Je vous comprends. Prenez les deux. Vous allez voir, la magie des fêtes va opérer sous vos yeux. Elles vont disparaître. Fermegenet.com pour emporter ou en livraison. La Ferme Genet, l'art d'utiliser la nourriture pour créer le bonheur. Parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour, bienvenue sur Parents et Amis. On nous retrouve sur gilesparent.com, sur Spotify, sur Google Podcasts, Balado de Apple et le canal YouTube sous le vocable Parents et Amis. Mon invité est conseiller en vin à la SAQ depuis 1983. Il a commencé à 4 ans, c'est ça. Ah oui. C'est un véritable expert, pour vrai, une référence. En plus d'avoir fondé sa propre entreprise en animation et dégustation de vin, il vient tout juste de lancer son tout nouveau, tout neuf site internet christianmartel.net. Bonjour Christian. Salut Gilles. Ça va bien? Ah, ça va super bien. On commence avec une bonne nouvelle. On vieillit, mais en même temps, probablement comme le vin, comme le bon vin, tu vieillis bien. Ben oui. Le temps te va bien. Parfait. Écoute, ça fait 38 ans maintenant que tu es à la SAQ. Hey, 38. 38 années à la SAQ. Si on enlève les grèves, ça fait quand même 17 ans, là. Ouais, c'est ça. Ça m'enlève un petit peu. Ça m'enlève un petit peu. Écoute, heureusement, pas trop. Non, je fais une blague. Je veux que tu me parles quand même du... D'abord, tu as commencé ça comment? Des fois, c'est une occasion même pas prévue, puis tu fais ta carrière au complet là-dedans? Pas du tout. Moi, là, c'était vraiment pas prémédité. Écoute, c'était un travail d'étudiant au début. OK. Moi, je suis rentré à l'université en relations industrielles. Puis jamais travaillé là-dedans une seconde. T'as-tu fait ton cours? Ben, j'ai fait mon cours, mais en partie. OK. Ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné... T'es un drop-out? Un peu. Moi, je l'ai été dans le passé. Oui. Nous autres, l'école, t'as pas mon fort, moi. OK. Mais à un moment donné, ce qui arrive, je dis, là, je vais me réorienter. Je rentre à l'université. OK. Et puis, je faisais les deux. Là. Je travaillais à la SAQ les fins de semaine. Puis des fois, 20-25 heures par semaine avec des cours à temps plein à l'université. Je faisais un bout de temps. Puis là, à un moment donné, ça, c'est en 84 que je suis rentré là. Puis en 87, là, j'ai dit, là, à un moment donné, tu viens souffler à faire ça. Là. Puis là, je voyais que du côté de la SAQ, ça débloquait. Fait que là, mon patron de l'époque, à un moment donné... Il engageait, c'est ça? Oui, bien, ce qui arrive, c'est que ça débloquait pour moi. Tu sais, parce que j'étais à la Maison des vins de Québec. Puis à un moment donné... Wow, à Place Royale? À Place Royale, c'est une des plus belles places qu'il y a eu à Québec, moi, ça? Ça a été presque à mes débuts, ça, moi, la Maison des vins de Place Royale. Ça a été mon université du vin. OK. Puis à un moment donné, j'étais en bas, dans les voûtes, et puis le patron était au 2e étage en haut. Le téléphone sonne. Il me demande pour aller le voir. Bon, je lui dis... Passe à mon bureau. Là, pendant que tu montes les marches, tu te poses toutes sortes de questions. Pourquoi il me dort? Non, c'est ça. Là, Quasiment. Ou donc, il n'y a plus d'heures à me donner, parce qu'à l'époque, j'avais pas de permanence. Là, tu te dis, écoute, qu'est-ce qu'on va faire? Là, il me dit, tout d'un coup, là, si tu es disponible, j'aurais besoin de toi à temps plein pour un bon bout de temps. Ah, ouais. Fait que là, j'ai dit, OK, là, l'université en même temps, puis là, je commence à aimer ça. Puis là, la possibilité que j'avais même de commencer à enseigner le vin était présente. Fait que là, j'ai dit, je vais prendre une pause de mon université pendant un petit bout de temps. Je vais essayer ça. Je peux te dire que 38 ans plus tard, je suis encore dans ma pause. Encore dedans. Et de fil en aiguille, ça a été comme ça. J'ai commencé même à faire de l'enseignement. Puis après ça, là, j'ai eu ma permanence. Parce que d'autres, c'est long, on va avoir une permanence. Ça a pris quoi? Plusieurs années? 10 ans. OK. Ouais. Donc, tu as eu ta permanence à ce moment-là. Si je te demandais en général, qu'est-ce qui te frappe le plus, mettons, à ce qu'il y avait au départ, puis comment c'est rendu la SAQ aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé le plus? Qu'est-ce qui a changé le plus? C'est beaucoup au niveau des produits. Hein. Tu vois, tu as une énorme différence. Dans le temps, là, écoute, moi, quand je suis rentré à la SAQ, il y avait, tu as sûrement vu du cuvée des Patriotes, toi aussi, là, puis des trucs comme ça. Puis on avait des vins, oui, mais c'était pas aussi élaboré. Par contre, moi, quelques mois plus tard, j'ai eu la chance, comme on disait tantôt, de rentrer à la Maison des vins de Place Royale. Là, il y avait une offre pas mal plus grande. Ça, c'est un autre monde. Là, t'es comme plus dans la réalité, parce que là, t'es comme dans un créneau là, extrêmement étroit de grands vins. Mais qui étaient les clients? Juste des gens bien fortunés ou encore des restaurants, des bars? Il y avait ça aussi. Les restaurants, les bars qui voulaient de l'exclusivité. Ben oui. C'est sûr que oui, d'un certain point, tu avais des gens plus fortunés parce que les vins étaient plus chers, des produits plus rares et surtout des amateurs de vin. Puis une des grandes différences, pour faire référence à ce que tu me disais tantôt,
c'est la connaissance des gens. Tu sais, à l'époque, là, des gens qui connaissaient le vin, il y en avait, mais tu sais, dans les années 83, 84, il y en avait, mais pas tant que ça. On comprend que le vin, c'est très vieux dans l'histoire. C'est pas ça. Oui, c'est pas le point là. Mais on n'est pas en France, puis on n'est pas en Italie. On n'a pas ce passage-là obligé des familles, de la transmission de génération en génération. On n'était pas là. On n'est pas né avec ça. Là, tu sais, on n'est pas venu au monde là-dedans. Alors que des connaisseurs, il y en avait, mais très, très peu. Mais ça s'est élargi au fil du temps. Puis aujourd'hui, les gens là, se connaissent de plus en plus. Hein. Ah non, tu sais, attention. Il y a de plus en plus de gens qui viennent puis savent exactement ce qu'ils aiment, ils connaissent les cépages. Ils sont au courant des nouvelles choses. C'est à cause de tes chroniques au fil des années. Ben, c'est ça, ils t'ont écouté, Baptiste? Exact, hein, on a été écoutés. Ben oui, écoute, de faire des chroniques avec un gars comme toi, tu peux pas faire autrement qu'être écouté. On a été dynamique, en tout cas, oui, mais d'ailleurs, quand on regarde évidemment, tu comprends que c'est sur Internet. On a les statistiques, tu es toujours dans le top 10 tout le temps, même. Super, non, mais c'est... les gens m'en parlent aussi, puis je leur dis, écoutez, même je l'ai dit à quelques-uns dernièrement, je dis, on en fait un bientôt. Là. Pour le temps des fêtes. Pour le temps des fêtes, soyez à l'écoute, c'est le fun, on a du temps. On va avoir des suggestions, oui, on a le temps de parler. Mais je veux prendre 2 secondes pour abuser de ton âge vénérable à la SAQ. Ben oui. Est-ce que si mettons que tu te rappelles assez clairement, tu pourrais penser à 2-3 produits qui sont encore très populaires aujourd'hui, que si tu avais acheté il y a 38 ans, tu aurais payé, mettons, 21, puis aujourd'hui, ça se vend 70. J'exagère, là. Mais y a-tu des bouteilles qui étaient d'exception, surtout quand tu es passé à la Maison des Vins, qui aujourd'hui ont tellement pris de la valeur parce qu'il y en a moins ou peu importe. Autrement dit, est-ce que tu aurais pu faire 5 achats il y a 38 ans en disant que ça, je touche pas à ça? Puis on en reparle avec Gilles Parent dans 38 ans. Tu comprends mon point, là? Ça se passe pas de même, là. Mais t'aurais-tu fait des deals épouvantables? Qu'est-ce que tu aurais acheté? Qu'est-ce qui aurait été le meilleur deal? Ben écoute, moi, je pense tout de suite au plus grand Bordeaux. Là. Comme par exemple, je me souviens, là, on avait dans les voûtes en bas de Place Royale, ben, c'était de toute beauté. Je sais pas si c'était déjà venu dans le temps. Là, c'était tout en pierre. Ben oui. Moi, je suis allé juste pour voir la beauté de l'édifice. Exactement. C'était vraiment super, ça. Puis on avait une place où on avait des châteaux moutons. Mouton Rothschild, là, on est dans les grands Bordeaux. C'est-tu la même gang que Mouton Cadet, juste question de néophyte? OK, c'est juste la haute portion. Exactement, c'est la haute portion. C'est drôle de penser à ça, parce qu'un Mouton Cadet, on est en entrée, là. On est en entrée de gamme, c'est ça. Mais en passant, c'est avec ça qu'ils gagnent leur vie, hein. C'est le pain puis le beurre? Ben, exactement. C'est le vin puis le beurre. C'est le vin puis le beurre. C'est le vin puis le pain. OK, donc tu avais des moutons à l'époque, mais qui étaient... On avait des moutons. C'était des 1978, puis c'est Riopel qui avait fait l'étiquette. Parce qu'eux autres, à chaque année... ils prennent un peintre célèbre pour faire l'étiquette. Cette année-là, c'était le 78, c'était Riopel. Et on vendait ça, écoute, si ma mémoire est bonne, à peu près 80 $, la bouteille. Puis aujourd'hui t'en trouves plus? Puis avec Riopel dessus, c'est 500-600 ou 5000? Bien plus. C'est décédé. Les nouveaux qui sortent, là, les moutons, là, t'as rien en bas de 1000 $, là. T'as rien en bas. Fait qu'imagine... Là, avec Riopel, il y a 40 ans, on peut penser à 5000, bon, c'est ton bas. Toi, t'aurais pu en acheter un. Le pire, c'est qu'à l'époque, là, c'était pas trop gros pour moi, ça, là. Tu sais, à l'époque, quand tu commences, là, on sait tout, quand on commence dans la vie, on n'a pas besoin d'argent. T'achètes pas du vin, non. 80 $ une bouteille de vin, ça n'a pas de bon sens. Mais là, aujourd'hui, avec le recul, à savoir ce que je sais... Arrête donc du. Mais on peut dire ça. Mais Christian, on peut dire ça tellement de choses. Tu sais, si on avait en 1971 acheté, mettons, pour 100 $ de couche-tard, aujourd'hui, ça vaudrait peut-être 40 000. Exactement. On l'a pas fait. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Puis dans ce temps-là, le 100 $, on ne l'avait peut-être bien même pas. T'as-tu déjà pensé que tu pouvais, que tu ferais 40 ans? T'es presque rendu à 40 ans? À la SAQ? Au début, non. Au début, tu prends ça année par année. Puis, mais c'est devenu, avec le temps, vraiment une passion. Là. Au départ, comme je te disais, c'est un travail d'été. Mais moi, ma plus grande chance que j'ai eue, c'était d'aboutir à Maison des Vins de Québec. Parce que, puis à mes tout débuts. Parce que en arrivant là, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais aller faire là? Je connais pas ça. Je sais qu'il y a du vin rouge et du vin blanc, il y a du Bordeaux et du Bourgogne, puis je sais même pas que ça goûte. Fait que là, j'ai dit, je vais aller faire quoi? Mais là, je suis tombé en immersion. C'est devenu une école. C'est une école. Parce qu'à l'époque, la Maison des Vins, c'était la crème qui était là. C'était les plus grands, les conseillers, là, ils étaient tous ensemble. Et c'était une place où c'était que des experts. C'était les meilleurs de la SAQ qui étaient là. Ils étaient tous là, concentrés. Moi, j'arrive là-dedans. Hey, attends une minute, là. Hey, la première fois qu'ils m'ont fait goûter un vin, là, j'avais jamais goûté ça de ma vie, un vin comme ça. Tu sais, j'avais bu du vin. Ben oui. Mais tu sais, des vins ordinaires, là, tu sais, des Black Tower. Ah, quasiment. Des affaires sucrées ou des rouges, là, hyper secs, légers puis acides, là. Mais là, je me suis rendu compte que c'était quoi, du vin? Hey! Là, demandez, il y en a un qui descend, hey, un matin. Parce qu'il dégustait le matin. Je venais de rentrer. Habituellement, c'est un café d'habitude le matin. C'est ça. Il arrive avec un verre de vin. Faut que tu goûtes ça. Comment il goûte ça? Ah oui, il faut que tu goûtes ça.
en goûtant ça, le fruit qu'il y avait là-dedans, la complexité... Attends une minute, là, il se passe de quoi? J'avais jamais goûté un vin qui goûtait aussi bon que ça. Jamais, jamais. Puis aujourd'hui, j'ai fini par revoir c'était quoi cette bouteille-là. C'était un simple Valpolicella, imagine. Tu sais, c'est pas dans les plus grands. Mais tu partais de très loin. Ben là, je partais du départ. C'était ma ligne de départ. Puis finalement, ben, à force d'en goûter, puis là, ben, tu commences à comprendre toute la complexité qu'il y a là-dedans. Ton amour du vin, des cépages, est arrivé là. C'est bâti au fil du temps. C'est bâti là. Puis c'est un monde sans fin. Je te dirais que même au bout de 38 ans aujourd'hui, j'en apprends encore. Presque on aime mieux un monde sans fin qu'un monde sans vin. Ah ben oui! Absolument, ça. C'est vrai que ça n'arrête pas. Puis moi, j'ai été... En faisant la recherche, parce que évidemment, ça paraît peut-être pas toujours, mais on se prépare quand on va se rencontrer. J'ai plus besoin de préparation parce que je connais moins ça que toi, mais ça m'amène à regarder des vidéos, à lire sur des sites français, italiens traduits, tout ça. Puis je me rends compte qu'il y a effectivement, de façon actuelle, tellement de nouvelles, de nouveaux croisements, de techniques pour les vignes elles-mêmes, de la manière qu'on les traite, qu'on les garde en repos, tout ça. Tu peux lire ça. Puis il y a des livres, je ne sais pas, il y en a combien. J'ai compté, c'est pour moi qui l'ai fait, là. Mm-hmm. Mais il y avait entre 7 et 8 000 livres qui ont été faits sur le vin. Ah, c'est peut-être plus que ça, là, mais il y en a 7-8 000. Quand même. Beaucoup. Puis aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est surtout tout ce qui est sur Internet. Tu as une mine d'informations. Puis cette mine d'informations-là, ce qui est le fun, c'est qu'elle est actuelle. Tu sais, des fois, tu as des C'est pour ça que ton monde arrive chez toi, à la SAQ, puis ils savent de quoi ils parlent. Absolument aussi. Comme ceux qui magasinent une voiture aujourd'hui sont allés sur le site, puis dis-leur pas qu'il y a un 4 chevaux de ce modèle-là, parce qu'il va dire non, il est annulé depuis l'année passée, il n'existe plus. Ah ouais. Tu sais qu'est-ce que tu achètes maintenant. C'est ça la différence aussi. Puis l'information est là, elle est disponible, puis surtout, elle est instantanée. Moi, je m'en sers régulièrement. Là, mais comment tu fais pour te démarquer? Si moi, je pense que j'arrive chez vous, puis que je connais ça, puis que je vais te voir pareil, qu'est-ce que je te demande? Qu'est-ce que les gens te demandent? C'est-tu un choix entre 2-3 affaires qu'eux autres aiment ou des accords mévins? Est-ce que ton travail, au fil des connaissances des gens, tu comprends ma question, a changé? Les questions ont-elles changé? C'est beaucoup de l'accord mévin. Okay. Ça a presque toujours été, puis ça va toujours rester. Mais tu sais, l'accord mévin, là, c'est complexe. C'est pas quelque chose qu'on peut dire tac, c'est fini. Là. Toutes les viandes brunes, tu prends ça, ça marche pas. Non, s'il y a une sauce, ça marche pas. S'il y a une salade avec de la vinaigrette, on est mort. C'est d'autres choses. Il y a d'autres choses, c'est ça. Il y a plein de facteurs à tenir en ligne de compte. Puis il y a aussi le fait que il y a des nouvelles choses qui sortent. Tu sais, quand un gars comme François Chartier fait beaucoup sur les molécules, par exemple, qui fait que tu as des accords, des fois, que tu pouvais penser impensables. Tu te dis, voyons, ça n'a pas de sens, ça. Peut pas. Mais finalement, ça fonctionne pareil. Moi, je me souviens toujours, là, quand j'ai été suivre un cours. C'est plus long, celui-là. C'est plus long. On va raccourcir ça un peu. C'est un long cours, c'est un 5 crédits. Un long cours. Puis surtout, c'était loin, c'était à Montréal. Bon. Fait que là, à l'ITHQ. À un moment donné, le professeur en avant dit, moi, je mange des coquilles Saint-Jacques, des pétons, avec du Madiran. Aïe, moi, là, je me suis rassis sur ma chaise. Qu'est-ce qu'il fait là? Puis pourtant, c'est un connaisseur, lui? Oui. Puis, tu sais, parce que du Madiran, c'est quoi? C'est un vin rouge français qui est fait avec un cépage qui s'appelle le Tanat. Puis Tanat, ça sonne comme tanin. Là. Puis tanin, gros tanin qui rend la bouche asséchante, là, puis les fruits de mer, ça fonctionne pas. Sauf qu'à un moment donné, il nous disait, mais ça prend un élément qui va faire le pont entre les deux. Oh! Aïe, là, on est rendu loin. Là. Puis là, c'est tout ça aussi, l'accord mévin. On parlait pas de ça avant. Mais maintenant, là, ces éléments-là, ces liens-là, fait en sorte que, oui, c'est vrai, un fruit de mer avec un vin rouge qui est très tannique, avec quelques gouttes de citron, ça peut tout changer l'affaire. Je me rappelle, va te raconter une expérience, ça va exactement dans ce que tu dis. Ma blonde et moi à Paris, tu sais que j'aime un peu Paris. On va dans un bar d'un restaurant et on commande des huîtres. On n'est pas les premiers à faire ça. Puis, on commande un verre de vin blanc, si je me rappelle bien à l'époque. Puis là, le serveur, tu vois la qualité, un peu comme des gens qui connaissent ça à la SAQ, souvent ils vont faire une différence sur ce que tu vois. Et nous, les huîtres arrivent, puis moi, je prends tout de suite du vinaigre de vin. Tu peux mettre bien des choses, tu peux mettre des capres, tu peux mettre un petit peu il y en a qui mettent des mini-oignons là-dedans dans tes huîtres. Moi, je mets du vinaigre de vin rouge. Le gros, on dit attention, on va peut-être changer votre vin, là. Là, je me dis, là, c'est parce que du vinaigre, ça va pas avec n'importe quoi, là. En théorie, le vin puis le vinaigre, c'est pas l'accord parfait, là. Pas l'accord parfait, non. Fait qu'il m'avait changé mon vin, puis je trouvais ça très bon. Je me rappelle pas, peut-être qu'il me donnait un plus beurré, je me rappelle pas exactement, mais on avait changé. J'avais peut-être plus Chablis, je me rappelle pas. Okay. Mais comme quoi,
selon les éléments que tu vas mettre dans une nourriture. C'est hyper important. Si moi, je dis, mettons, je fais du canard, tu vas peut-être me dire comment vous le faites. Est-ce que vous faites avec une sauce sucrée ou vous le faites avec quelque chose straight? Tu sais, ça va changer le vin, là. Ça change tout. Tu sais, des fois, les gens nous arrivent avec des choses, là, mettons, là, je mange, c'est ça, comme tu dis, du canard avec une sauce sucrée. Mais moi, j'aime beaucoup là, le pinot noir, par exemple. Écoutez, je suis d'accord. C'est pas assez costaud, peut-être, c'est ça? Non, c'est trop sec. C'est trop sec. OK. Parce qu'une sauce sucrée, ça a l'air drôle à dire, mais une sauce sucrée, puis ça, là, c'est tout ce qui est sucré. C'est un principe. Assiette, ça doit s'accorder avec du sucre, c'est ça? Oui, parce que ça fait paraître le vin plus sec qu'il l'est en réalité. Ça a l'air drôle à dire. Comme si ça s'annulait? Ça s'annule, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que, mettons, tu prends une bouchée de sauce sucrée, par exemple. Là, tes papilles gustatives vont travailler bien fort là, pour détecter tout ce sucre-là. Puis là, tu prends un verre de vin par après, ils sont plus capables de détecter le côté fruité qu'il y a dans le vin. Ils ont été saturés, on dirait. Ils sont plus capables de détecter. Alors, ça fait ressortir quoi? L'acidité puis les tanins. Ton vin a l'air moins bon, c'est ça? Beaucoup moins bon. Il paraît mince. Il est complètement décharné. Il n'y a plus de fruits. Alors, si tu veux pas que ça arrive, ça, là, il faut que tu partes fort. Moi, je dis, ça avait une présence sucrée dans l'assiette. On va aller sur un Zinfandel américain. Ah là, j'aime pas ça, c'est trop fruité. Attends un peu. Quand vous allez y goûter tout seul, oui, il va être fruité. Mais quand vous allez le goûter avec votre recette, vous allez voir qu'il va paraître pas mal plus sec, mais il va rester quelque chose. Oui, il va se faire diminuer son côté fruit par le sucre qu'il y a dans la recette, mais il va y en rester. C'est comme tu me disais, la complexité des fromages. Il y a tellement de sortes de fromages que si tu me dis que tu vas prendre un gros bleu, j'allais dire en québécois, sale, tu sais, fort, là, un roquefort ou quelque chose de double, là, ça ne sera pas le même vin, là. Non. Que si tu prends un petit fromage plus léger, plus simple. Tu sais, parlant justement de fromage, un truc qu'on va donner aux gens, là, ici. Oui. Là. D'abord, tu as parlé du blanc, toi. Le monde m'en parle encore. Lui, Christian Martel, avec son maudit blanc puis le fromage. Le monsieur, il dit, savez-vous quoi? Il a raison, puis ça me tanne. J'aime mieux le rouge. Mais c'est ça, il dit, à un moment donné, à force de l'entendre, il dit, on va le faire, on va aller chercher un bon blanc. Ça marche. Moi, souvent, dans les animations, là, écoute, moi, j'arrive... J'aime ça, moi, mettons, animer une dégustation de 20 fromages en divisant ça. Des fromages doux, des moyens, des forts. Puis, à chacun des services, un blanc rouge, un blanc rouge, un blanc rouge. Là, au début, je demande aux gens, ça va être lequel le meilleur? Ah, tout le monde répond le rouge. Puis, à la fin de la soirée, lequel était le meilleur? Ben, finalement, c'était le blanc. T'sais? Parce que, écoute, les tanins et les produits laitiers, ça fait une réaction, ça provoque une amertume, puis gobe tout le fruit qu'il y a dans le vin. Un vin rouge avec ça, c'est pas bon. Quand on s'y arrête comme il faut, là, c'est pas fait bon. pour être près avec du fromage. Pourtant, on le voit tous les jours. Là. Pour revenir à ton bleu de tantôt. Oui, le bleu. Le meilleur truc, si vous voulez pas là, manquer votre coup avec les fromages, un blanc un petit peu sucré. Ça, c'est le passe-partout pour les fromages? Partout, de n'importe quel fromage. Par exemple, c'est quoi un blanc un peu sucré? C'est un chardonnay? Ça peut être un sauterne, par exemple. Ça c'est sucré quand même beaucoup. Ou des vendanges tardives, par exemple. Il y en a un vin qui s'appelle les Premières Grives, entre autres, là, qui est un vin du sud-ouest de la France, qui est une vendange tardive, c'est-à-dire qu'on a récolté les raisins plus tard. Plus de sucre un peu? Plus de sucre, c'est ça. Puis quand on fait la vinification, ben il en reste du sucre. Fait qu'à ce moment-là, ben tu as un vin qui est sucré, mais avec un fromage. Écoute, le côté sucre et salé, c'est parfait. Puis en même temps, ça vient envelopper tout le côté agressif du bleu. Là, ça vient tout envelopper ça. C'est merveilleux. Dis-moi, pour clore un peu sur tes 38 ans, bien qu'on va toujours en parler un peu, à la SAQ, est-ce que tu dirais aujourd'hui que les gens ont appris à te connaître ou à te reconnaître? À cause de tes 1000 chroniques puis tout ce que tu veux. C'est sûr, les deux. Parce que, écoute, c'est certain, écoute, les chroniques... Là, je te dis pas ça pour te flatter dans le sens du poil, mais quand de faire des chroniques avec toi, là, c'est sûr que ça met au monde. Écoute, t'es un gars connu, puis t'as de l'écoute épouvantablement. Et ça aussi, puis aussi mes clubs de dégustation que je fais un peu partout. Là, oui, il y a la radio, j'ai fait un peu de télé, des clubs de dégustation, puis je fais des animations aussi dans des plus gros groupes, des plus petits, dans les maisons privées, là, on peut recommencer tranquillement. Oui, c'est ça. C'est sûr que là, j'ai recommencé récemment mes clubs en formule réduite avec un peu moins de monde. Mais au moins, puis les gens, Seigneur, t'as dit que les gens ont soif d'activité de ce temps-là. Là, c'est sans faire de juste pour ça. Non, mais faire quelque chose d'un peu différent parce que c'est ça. C'est pour ça qu'on, même au moment où on se parle, on est en début décembre, puis on se dit, on espère qu'il n'y aura pas de reconfinement. On est content d'être qu'il y ait beaucoup de gens de vaccinés. On se dit, on a peut-être des chances mais c'est sûr que quand on voit ce qui se passe en Europe, ça nous inquiète en disant, on pense que les gens auraient de la misère. Le reconfinement, ça serait tough. Là. Ça a été long, là. Mais 1 an et demi. Moi, on a suspendu nos activités, nous autres, pendant 1 an et demi. Tu dis plus rien. Là. L'entreprise qu'on a en animation de dégustation, moi et mon épouse Manon, là,
On n'a rien, là, zéro open bar, rien pas en tout. Là, quand mars 2020 arrive, on se dit, même à l'été, ça allait mieux. Fait qu'on se dit, peut-être une couple de mois, on va être bon. Ouais, mais ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été ça. Nous autres, on a tout arrêté en mars 2020. Puis on a recommencé là, cet automne. Mais comme je te dis, tranquillement, pas vite, formule réduite. Mais au moins, on recommence. Au moins, on est capable de faire des choses. Avant d'aller, on va avoir plein de questions du public parce qu'il y en a tout le temps. Puis c'est toujours, en même temps, il y a toujours quelque chose là-dedans qu'on pogne, qu'on se dit, c'est ça qui est, c'était ça l'affaire. Fait que j'aurai ces questions-là. J'en reçois, j'en trouve. Puis on entraîne qu'on n'a jamais le temps de poser. Fait qu'on va continuer là. C'est sûr. Parlons de est-ce que la folie des fêtes s'est emparée des SAQ? Est-ce qu'on est là-dedans? Voyez-vous le volume monter? Oh, yeah. Oui, ça paraît. Ben là, ce qui arrive aussi, là, heureusement, là, c'est en train de se régler, là, puis je pense que ça va être réglé quand le podcast va être en ondes, là, c'est que la pseudo-grève, la pseudo-grève des employés d'entrepôt. Là, on dit que ça serait peut-être sur le bord d'être réglé, t'as raison. On a touché qu'un entente de principe aujourd'hui, probablement que ça va être ratifié dans les prochains jours, c'est tant mieux. Mais ça a provoqué le temps des fêtes plutôt que d'habitude. Une panique? Les gens avaient peur d'en manquer? Je vais dire une chose, parce que mardi, là, on était le 23 novembre. Oui. Ben pour moi, dans ma tête, puis de tous mes collègues, on était le 23 décembre. Et bâtins! Ah, c'est terrible. Ah non, écoute, là, c'était des caisses. Tout le monde une caisse, hein? 12, 14. Puis... Ça achète à la caisse dans ce temps-là. Puis là, je veux ci, puis je veux ça. Puis parce que là, il arrêtait pas de dire aux nouvelles, t'écoutes ça. Ouais, ben là, ça se peut qu'il va manquer la plein peur. Ah oui, exactement. La peur d'en manquer, ou la peur de manquer de ta sorte, ou donc d'avoir un choix beaucoup plus restreint pour les fêtes. Fait que là, des gens ont fait des provisions. Mais Christian, je suis allé au métro la semaine dernière au supermarché. J'arrive dans le stationnement, un monsieur qui avait 10 livres de patates. Vite! J'ai dit au monsieur, il était moins cher. Non, il dit, ils vont nous renfermer. Il me dit ça. J'ai trouvé ça très drôle. Il dit, ils vont nous renfermer. Moi, on en mange des patates chez nous. Fait que, au pire, on mangerait des patates. Pilées, pas pilées, n'importe quoi. Là, je me suis dit, c'est quoi cette panique-là? Ben, à cause de l'Europe, ça commence à refermer. Je pense qu'il y en a qui ont la crainte un peu plus... La crainte facile, puis ça provoque des raretés, de toute façon, d'agir comme ça. Oui, puis en même temps, quand tu penses à la SAQ, qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, on comprend bien que ça ne sera pas complètement fermé le temps des fêtes. Non. Puis on comprend que ça pourrait être une stratégie pour que ça se règle plus vite quand tu fais ça à un moment crucial. C'est pas les seuls à faire ça. La petite enfance font la même chose. Les syndicats savent travailler. Là. Exact. C'est stratégique, c'est sûr, c'est certain. Fait que ça vous a amené... Oui, ça a provoqué. Là. Mais malgré que, écoute, depuis la pandémie, là, les ventes augmentent. Ben, écoute, tu sais, les gens ne voyagent pas ou voyagent beaucoup moins. Ils ont plus d'argent, alors dépenser sur des produits, des vins, moins de sorties au restaurant. Tu sais, les gens disent, on vend des vins plus chers aussi parce que des gens se disent, on va au restaurant, on paye la bouteille 80 $, mais parce qu'on connaît le prix. Vaut pas mal moins. Ben, c'est ça. On connaît le prix. Tant qu'à payer, on va en acheter une à 40, 50. T'en vends plus à ce temps-ci de l'année ou depuis un an ou deux? Là? Depuis un an ou deux. Depuis à peu près, depuis le début de la pandémie, là, les vins plus chers, là, c'est en augmentation un petit peu. On sent ça. Parlons des grandes tendances d'achat du moment. Il y a toujours, tu sais, il y a eu le Liberty School, on revient tout le temps avec les mêmes. Il y a eu des vagues là, de vins australiens. À l'époque, les bins, je sais pas trop quoi. Il y en a eu. Yellow Label, ça a été une folie. Ça fait un bout de temps. Là. Mais y a-tu une folie actuellement? Y a-tu des vins qui ressortent du lot? Ben, écoute, il y en a qui sont en montée. Ce qui ressort du lot beaucoup, là, l'Espagne. Des vins espagnols, ça, on en vend beaucoup. Les Rioja. C'est des vins qui sont en bon rapport qualité-prix. OK. Surtout, ce qui est en réelle montée actuellement aussi, c'est les vins portugais. Moi, je dis aux gens, allez-y, là, les vins portugais, là, le champion des rapports qualité-prix. Écoute, tu vas avoir des vins à 14-15 $ qui sont bons, qui sont riches, qui ont du goût. Là. C'est vraiment pas gênant. C'est vraiment très plaisant. Puis il y a des tendances, des grandes tendances. C'est comme les blancs. Il y a quelques années, là, les chardonnays boisés, beurrés. Oui. Ça c'était bien à la mode. Là, le monde n'en veut plus. Non, ils veulent plus de bois. Plus Chablis? Ah oui. Style Chablis, OK. Chablis, chardonnay aussi, mais beaucoup plus sec. Un petit peu plus d'acidité. Puis l'autre tendance qu'il y a aussi dans le blanc, là, c'est les Gruner Veltliner. Les bâtins. Ouais, ça c'est le cépage. Ça vient d'Autriche. C'est proche de quoi, mettons, pour me situer au goût? Es-tu plus proche d'un chardonnay ou d'un sauvignon? Ça va être plus comme un Riesling sec. Là. Okay. C'est un vin blanc très sec, avec une petite acidité, aucun bois. C'est de la finesse. On est vers ça. C'est minéral. Pinot gris, tu fort aussi? Pinot gris, ça va être un petit peu plus sur le fruit. Mais le Pinot Grigio, qui est le même cépage, mais du côté italien, qui est plus sec, lui a plus la cote un peu. OK. Ou des Soave, par exemple. La mode est vraiment au blanc sec,
pas boisé du tout, épuré et surtout minéral, qui est le mot à la mode. Dans le loi minéral, évidemment. Ça, puis le sucre, là, tout le monde en parle encore. Hey, j'ai un très bon... Ça, on a, à les fois, il faut en parler, on en parlera tantôt. Mais le rouge, moi, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une grosse vague de pinot noir. On est encore là-dedans? On est encore là-dedans. Mur à mur? Le pinot a la cote, là. Écoute, moi d'ailleurs, dans mes sections, la SAQ, c'est souvent ça qui baisse en premier. Est-ce que tu comprends ça? Oui, parce que, écoute, on est maintenant sur la finesse. Ça va un peu dans la même direction qu'on allait tantôt. Tu sais, les gros vins rouges, costauds, gros fruits boisés, ça a fait son temps. Maintenant, on est sur quelque chose de plus épuré. Puis le pinot noir est vraiment là-dedans. Tu sais, le pinot, là, c'est sec, c'est fin. On n'est pas dans des gros vins costauds. Ça goûte pareil. Mais, je dis souvent, du pinot noir, c'est de la dentelle. Mais est-ce qu'un pinot noir, je peux-tu demander un pinot noir qui va être plus léger, puis un qui va être plus costaud? Ça existe-tu? Y a-tu des gammes là-dedans? Oui, il y a des gammes là-dedans, certains. Écoute, les plus grands Bourgognes de ce monde, c'est du pinot noir à 100%. Hein? D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a des gens qui me demandent des fois, ça existe-tu du pinot noir en France? Aïe aïe. Ça vient peut-être de là? Allez pas dire ça aux Bourguignons, ils vont être insultés. C'est ça. Parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de pinot noir américains, par exemple. Et ça, cette mode-là est due à un film, hein, tu savais, hein, le fameux film Sideways. Sideways, oui. Ah oui, écoute, pour faire l'histoire courte. Ben, je l'ai vu le film, puis écoute, tu regardes ça, puis t'es obligé d'arrêter le film, puis de te sortir un verre. Ah, quasiment, c'est ça. Tu sais, les deux gars partent sur une dérape, là, puis sont à Santa Barbara, là, en Californie du Sud. Le beau décor, trip de gars, le fun, puis amis. Une place de pinot noir, puis ils arrêtent pas de vanter le pinot noir. Mais c'est à cause de ce film-là que le pinot noir a Ça veut monté. dire qu'il y a des gens qui sont arrivés, puis à la SAQ, qui ont dit à M. Christian Martel, avez-vous le vin dans le film, là? Ah bah oui, c'est ça. En masse, hein? Ou avez-vous du pinot noir? Avant, les gens, ils savaient pas trop c'était quel cépage c'était, ça, le pinot noir, puis d'où ça sortait. Mais il paraît que c'est bon, puis on en veut. Même que, dans le film, à un moment donné, les deux gars en question, là, il y en a un qui parle du merlot. Puis, non, j'en veux pas de merlot, j'aime pas ça. Il aime pas le merlot. Bon. Mais tout ça a fait en sorte qu'aujourd'hui encore... Quand tu essaies de passer un merlot... On a de la misère à vendre du merlot. Le merlot... Attendez pas, un des vins les plus prisés dans le monde, qui est le Pétrus, c'est 95% de merlot. Oh! Fait que, tu sais, allez pas on le connaît mal, il est méconnu, le merlot? Oui, il est méconnu, mais c'est drôle. C'est le cépage principal d'un des vins les plus connus, qui est le Bordeaux, en fait. Hein? C'est le cépage principal de tous les Bordeaux, ça, le merlot, sauf exception. Avec un peu de Cabernet Sauvignon puis de Cabernet Franc. Mais il y a plus de Merlot que de n'importe quoi d'autre à Bordeaux. Mais on dirait qu'on associe Merlot à quelque chose là, d'ordinaire. Mais il y a des super de beaux Merlots à tous les prix. Là. On va être au rôle et pâquerettes, mais c'est toujours pratique pour le monde, surtout à ce temps-ci de l'année. Mettons que je sais pas ce que je vais manger, je sais pas ce que la personne qui me reçoit aime, je sais rien. Ouais. Puis je vais avoir un vin passe-partout. Il y en existe-tu, mettons, deux blancs auxquels tu penses, deux blancs, deux rouges, là? Moi là, souvent, là, je m'en vais tout de suite dans le Languedoc-Roussillon d'un Côte-du-Rhône. Dans le rouge. Dans le rouge. Parce que ça, là, ces vins-là, écoute, c'est des vins qui sont... Moi, je dis souvent aux gens, c'est pas trop puissant, pas trop léger, un petit peu épicé, c'est pas vraiment boisé, c'est parfait. Ça peut pas te déplaire, vraiment. Ça peut pas déplaire, c'est ça. Tu sais, c'est le genre de produit que tu vas... peut-être tu sauteras pas au plafond, mais tu vas dire, quand même, c'est bon, c'est quand même agréable, c'est super beau. Ça, puis des Côtes-du-Rhône, là, regarde, on se trompe pas. Du côté de l'Italie, ben, on peut aller dans quelque chose de plus sec un peu avec des Rosso di Montalcino. Je pense entre autres un qui s'appelle le Capardizzo, là. Je pourrais peut-être t'envoyer par courriel ces noms-là. On peut mettre la liste d'ailleurs. Quand on va mettre en ligne le podcast, je vais essayer d'avoir une liste. Je peux la mettre en aparté sur la page. Fait que je vais être capable de mettre. Je vais te l'envoyer. Faut pas qu'il y ait 700, mais tu n'auras quoi, une dizaine de noms? Une dizaine de noms de tout plus. Là, rouge, blanc, des trucs un peu passe-partout là, qui peuvent satisfaire. Là. Fait que je vais t'envoyer ça bientôt. Les gens pourront consulter. Est-ce que vous vivez aussi la folie des spiritueux, la folie des gins, tout ça? Tout le monde me parle de ça. On en a parlé dans une récente chronique, mais là, l'offre n'arrête pas d'augmenter. Ça n'arrête pas. Il en rentre quasiment un par semaine. Je te dis, on a de la misère à s'y retrouver, nous autres. Là. Est-ce que tu deviens meilleur là-dedans? Parce que je ne prends pas 4 gins par jour, mais à un moment donné, il faut que vous ayez goûté quelques produits. Ça, c'est le problème qu'on a actuellement. Il y en a trop? Il y en a beaucoup. Puis, tu sais, nous autres, là, en succursale, là, je suis pas en train de dire qu'on prend un coup à journée longue, c'est pas ça du tout. Sauf que on goûtait des choses avant, tu sais, parce que, bon, on pouvait ouvrir une bouteille de ci puis une bouteille de ça. À l'arrière, monsieur les conseillers, on va y goûter. On va goûter à ça, puis de toute façon, tout ce qui est goûté par les employés de la SAQ, puis ça, je tiens à le dire, est recraché. On n'a pas le droit d'avaler rien pour pas avoir l'effet. Mais non. Mais il faut savoir ce qu'on vend. Et pendant 1 an et demi,
interdiction Fini. totale d'ouvrir quoi que ce soit à cause de la pandémie. Ben Trop oui. dangereux. Oui, de ben oui, ben contamination. oui, ben oui. Là, on a recommencé à le faire depuis à peu près un mois et demi. On a recommencé, mais dans des conditions très, très strictes, avec un protocole assez spécial. Moi, j'appelle ça la salle d'opération, là, mais ça, OK. c'est... Ça prend quasiment des gants puis un habit. Oh, ben, bon, pas tant que ça, sauf que, ben, tu sais, il y a la distance à respecter. Il faut Laver les mains, nettoyer les nettoyer. surfaces, puis tout. En tout cas, il y a plein de choses à entrer en ligne de compte, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Non. Mais c'est sûr qu'on n'a pas pu recommencer au même rythme qu'on faisait avant. Ce qui fait que les gins, quand il en sort à peu près un par semaine, ben, c'est plus difficile là, d'être au point de l'information. Par contre, moi, je dis aux gens, dans chaque succursale, il y a toujours au moins un maniaque de gin qui, lui, va pouvoir C'est vrai. vous conseiller, T'as raison. vous orienter. Moi, Sinon, un autre de la vodka ou, tu sais... ben, c'est ça, tu sais. Il y a toujours une personne qui est plus compétente en spiritueux. Moi, je suis plus un gars de vin, mais ça m'arrive souvent, des fois, de dire « Ah, attendez un peu, je vais aller chercher mon expert. Lui, il va vous conseiller. Lui, parce que lui, il est plus familier avec ça, il en achète souvent, il aime ça, il en goûte. Alors, à ce moment-là, c'est là que ça devient important d'orienter les gens vers les bonnes personnes. Est-ce que tu as bien des gens à ce temps-ci de l'année, ben, pour une occasion spéciale, puis les fêtes, c'en est une, soit qui sont invités à quelque part, soit qui vont en famille, n'importe quoi, qui vont dire, écoute, j'aime tel type de vin, je paye. Parce que une des normes qui a été dictée récemment, je l'ai lu parce que moi, j'ai toujours pensé ça, mais on l'a toujours dit. Okay. Mais on disait que je pense que c'est, quelle entreprise, je ne sais pas, qui l'a mesuré, avec les conseillers en vin, avec le public, puis tout ça, puis ils se sont rendus compte que le meilleur rapport qualité-prix, c'est encore entre 20 et 30 piastres. Ici, cool. au Canada, là, on parlait du Canada en argent canadien. Okay. Donc, on n'est pas dans le champ quand on disait entre 20 et 30. Là, c'est là que tu as la qualité du vin, le prix. Quand tu vas dans certains pays, tu vas oser, mettons, le Portugal ou des pays d'Amérique du Sud. Il y a certains pays qui font des très belles choses. Fait que ça reste vrai. Mais on serait porté souvent pour le temps des fêtes à dire, écoutez, mettons, moi j'aime l'exemple un ripasso, mais j'aurais une petite coche en haut. Vous connaissez les cépages, puis qu'il y a des étages, des fois, on parlait du mouton cadet tantôt qui va être à 20-22 piastres, mais mettons, moi je vais mettre 40. Mais c'est le genre de vin-là que j'aime. Ça, pour toi, c'est facile, dans ce temps-là? Oui, absolument, absolument. Tu sais, là, puis pour faire du millage là-dessus un peu, là, entre 20 et 30, moi je trouve, là, t'as une braquette de rapport qualité-prix qui est super intéressante. Puis tu peux, là, acheter que des vins de cette braquette-là, puis tu vas être heureux tout le temps. Si on monte un peu, 40, 50, tu vas en avoir en général pour ton argent. OK. 60, 70, 80. Rendu à peu près autour de 80, tu montes en gamme. Ça, parce que ça, là, moi, ça me fait toujours rire d'entendre un peu des gens dire « Hey, ça, là, c'est un vin, là, il coûte 12 piastres, ça vaut un vin à 40 piastres. » Attends une minute, là. Ça n'existe pas, ces affaires-là. T'en as pour ce que tu payes aussi. On en a pour notre argent. Jusqu'à un prix. Et d'ailleurs, jusqu'à un prix. Ou là, tu payes un peu l'étiquette, la notoriété. C'est la notoriété qui embarque. C'est ce qu'ils appellent en France payer pour l'étiquette. Ben, en voulant dire la réputation, la maison. Absolument. Fait qu'ils vont te vendre ça 180 €, puis tu dis, attends un peu, là, est-ce que ça le vaut vraiment? Non. Moi, j'ai déjà lu, à un moment donné, je me souviens plus qui disait ça, puis je partage ça à 100%. Quelqu'un qui disait qu'en haut de 80 $, là, écoute, là, c'est fait avec du raisin, là, virons pas fou. Il n'y a pas un vin qui vaut plus que ça. Puis moi, je partage ça. Sauf qu'à un moment donné, c'est quoi? C'est la notoriété, la rareté. Tu sais, on parlait de Pétrus tantôt. Moi, du Pétrus, là, j'ai vu ça dans mes débuts, justement, à Maison des Vins de Place-Royale. Ça se vendait 90 $ la bouteille, à peu près. Aujourd'hui, un Pétrus, tu vas le payer 900 000 $. Mais est-ce qu'il est 10 fois meilleur? Qu'il y a 30 ans, mettons? Non, il n'est pas 10 fois meilleur. C'est le même vin. Sauf que il est devenu encore plus célèbre, il est devenu encore plus rare. Les Chinois se sont intéressés à ça. Fait que là, écoute, qu'est-ce qui arrive? Hein, c'est l'offre et la demande qui fixe les prix. Puis dans le fond, on ferait pareil à l'EPS. À 1 000 $, ils le vendent pareil. Oui, oui. Puis on se dit souvent, vous pouvez faire poser la question, est-ce qu'on doit se fier d'une certaine façon ou en partie au prix? Oui. Ça veut dire quelque chose pareil, le prix. C'est ça que tu es en train de me dire. Absolument. Entre un vin à 11 piastres puis l'autre à 25, déjà, il y a une différence. Il y a une différence. Puis on parlait tantôt, tu vas monter, mettons, à 35-40. Il y a encore une différence. Je n'ai essayé un récemment. Écoute, moi, j'aime bien le Barolo. Oui. C'est pas le pire vin, mais je sais que ça part à 25 puis ça va jusqu'à 2000. Fait que je ne me rendrai pas là. Il n'y a pas de limite par en haut. Mais je n'ai goûté un à 51 piastres. J'ai dit, oh, OK. Tu sais, l'image, moi, je connais pas vos termes, là. L'image, c'est comme un beau caramel, pas de couleur caramel du tout, là, mais quelque chose de plus pas épais. C'est la complexité. Complexité, c'est ça. Plus épais, j'allais dire plus épais, puis comme marron, là, un marron plus foncé, là, ça goûte rouge-marron. Wow! C'est là que tu vois la différence. Tu sais, parce qu'on commence tous dans le vin avec du pas cher, naturellement, 10-12 $, puis on se satisfait avec ça. À un moment donné, hop, là, tu montes à 15, il se passe de quoi? Tu sais, c'est bon. Là, tu montes à 20-25,
Là, tu es rendu ailleurs. Puis quand tu reviens à 15, tu dis, regarde ça, le vin a changé. Le vin n'a pas changé, c'est toi qui as changé. C'est ton goût qui a évolué. Puis là, tu as de la misère à te contenter de ce que tu avais avant. T'sais, c'est pour ça que ça va toujours monter en qualité. Souvent. C'est sûr que tu as des régions qui sont meilleures rapport qualité-prix que d'autres. Ça, oui, ça, je l'accorde. Tu as des pays qui sont meilleurs rapport qualité-prix que d'autres. On en a parlé tantôt au Portugal. Oui. Sauf que généralement, tu en as pour le prix que tu payes. Ça c'est indéniable. Mon fameux 100 piastres. Ah, oui. C'est le classique. Ça fait 20 ans qu'on le fait, puis on va le continuer. Peut-être que ta réponse va changer, mais je pense pas. J'ai de la misère à quoi que ça va changer. J'ai 100 piastres, j'achète soit une bouteille à 95, soit 2 bouteilles à 50, soit 3 bouteilles à 33 ou 4 bouteilles à 25. C'est pas des mauvais choix, là. Il n'y a pas de mauvais choix. En fait, tous ces choix-là sont bons, mais ça dépend à qui tu vas donner ça. Pas plus tard que la semaine passée, encore. Là, je voudrais avoir une bouteille là, pour donner en cadeau. Ouais, OK, on regarde ça. Connaissez-vous les goûts de la personne? Moi, c'est mes questions tout le temps. Oui. Non, pas vraiment. OK. Bon, là, je sais pas jusqu'où vous voulez aller là-dedans en termes de prix. On peut mettre une centaine de piastres. OK. Bon, là, la question qui arrive tout de suite après. OK, t'as décortique. Monsieur 100 piastres, êtes-vous sûr? Oui, pas de problème. Moi, j'en ai, là. Ça, moi, je peux en vendre. J'ai pas de problème avec ça. Sauf que, savez-vous si la personne va garder ce vin-là ou ça va le boire prochainement? Je ne sais pas. Ou peut-être prochainement, je pense. Là, on va oublier ça, le 100 piastres. Parce que c'est des vins souvent qui ne sont pas prêts à boire. Ça, c'est ça que les gens, des fois, savent. C'est ce qu'on appelle les vins de garde? Oui, des vins de garde. Des vins de longue garde. Quand on est rendu là, habituellement, là, c'est des vins de longue garde. Alors, le vin, là, s'il l'a payé, mettons que tu l'as payé 100 $ puis il le prend ce soir. Alors, ce qui risque d'arriver, c'est que le vin on appelle ça des vins fermés. Ça dégage pas. Tu as beau sentir ça, c'est comme toute poignée. Tu vois qu'il y a quelque chose, mais ça se livre pas. Puis c'est la même chose en bouche. Tu as plusieurs goûts, c'est comme un peu carré. Là, le fruit, l'acidité, les tanins, puis les goûts. On dirait que c'est pas fait, c'est pas amalgamé. Là, mais ça va prendre du temps. C'est pas mûr. C'est comme un fruit qui est pas mûr. Avec le temps et les années, tout ça va se fondre ensemble puis va donner un tout extraordinaire. Mais ça prend du temps. Tandis que, mais ça, là, ce que je raconte là c'est vrai peut-être pour 10% des vins. La majorité des vins sont prêts à boire dès qu'ils sont mis sur le marché. Ça, c'est une chose qui doit vous être demandée. Je veux un vin prêt à boire. Je pourrais mettre 45 piastres, 50 piastres, mais pas pour garder. Là. La plupart du temps, les gens ne gardent pas de vin. Moi, je voudrais en garder. Ça marche pas! Ça marche pas, Christian! Je sais pas qui m'a montré ça. Ça s'évapore à mesure. Oui, c'est donc, ça. Quelqu'un qui a besoin, mais qui sait qu'il va avoir besoin de quelques occasions, qui veut se faire plaisir, tu vas peut-être lui dire 3 à 33 aussi. 3 à 33. Ou 2 à 50. 2 à 50. Tu sais, t'as des vins à 50 $ qui sont prêts à boire. Là, puis, regarde, avec ça, là, ils vont se faire plaisir. Mais il faut toujours savoir à qui on donne ça. Mais dans certains cas, 3 à 33, moi, je trouve ça bien aussi. Ça n'a pas besoin d'être 33. On a compris que ça peut être 40. Exactement, c'est ça. Là. Mais c'est juste pour dire que, oui, ils vont avoir un vin un petit peu plus haut de gamme. Mais il y en a, ceux qui ne se connaissent pas du tout, ils vont être capables d'apprécier ça? Ils ne sauront peut-être pas nécessairement. Est-ce que tu pourrais arriver et conseiller à quelqu'un de ne pas prendre un vin? Je vais t'expliquer. Mettons que je dis, je vais chez un grand amateur d'Amarone, OK? Okay. Mais j'en voudrais à 28 piastres. Ça, tu vas peut-être dire, si c'est un grand amateur d'Amarone, puis vous lui donnez l'entrée de gamme, c'est pas... Est-ce que tu es capable de dire ça? Comment tu marches sur des œufs? Ça, des fois, oui, on marche sur des œufs. Parce que la vérité n'est pas toujours bonne à dire, qu'on dit. Ça prend des gants blancs. OK. Des fois, on va orienter sur autre chose. Parce que, vois-tu, à 28-29 $, ça, c'est l'entrée de gamme des Amarones. Mais par contre, c'est la sortie de gamme des Ripasso. Parce que, là, on est dans le Valpolicella. Il y a les Valpolicella réguliers qui sont légers. Oui. À l'extrême, il y a l'Amarone qui est très puissant parce qu'il est fait avec des raisins desséchés. Puis entre les deux, il y a le Ripasso qui est fait avec le Valpolicella auquel on a ajouté là, des raisins qui ont servi à faire l'Amarone. Donc, ça donne un produit qui est entre les deux. Des fois, moi, j'aime mieux avoir pour 28-30 un bon Ripasso. Un Ripasso extrêmement complexe, la sortie de gamme, plutôt qu'une entrée de l'autre. Une entrée de l'autre qui va paraître un peu plus léger par rapport à tout ce qu'on peut trouver du côté des Amarones. Tu sais, c'est ça, là. Des fois, où on va l'orienter sur complètement d'autres choses. Tu sais, parce que, écoute, des grands Amarones, c'est 45-50.
On joue là-dedans, puis il n'y a pas de limite par en haut, encore une fois. Parce que, je pense que c'est Luc Lescarbot, à un moment donné, qui m'avait dit, il était à Cédric, lui, à l'époque, à SAQ, puis il dit, à un moment donné, quelqu'un rentre, puis il dit, je voudrais un grand Bordeaux, c'est une dame là, d'un certain âge qui m'a dit un grand Bordeaux, puis il dit, parfait, on va regarder ça, quel budget vous avez? 10-12. Ah ouais. Tu sais, il dit, nous autres, faut pas rire. Non, exactement. Ouais, mais toi, tu ris parce que c'est. Je ris parce que la dame connaissait pas ça, puis c'est pas de question de la planter. On rit pas d'elle, là. Non, c'est pas ça. Sauf que là, il dit, là, maintenant, quand tu dis mettre les gants blancs, il faut que tu. Ça a dû t'arriver des choses un peu étonnantes. Oui, c'est sûr, la méconnaissance, dans le fond. Ben, c'est ça, exactement. Exact. Mais on est là aussi pour leur faire connaître, leur expliquer, ou peut-être les orienter sur autre chose à ce moment-là, qui serait des meilleurs rapports qualité-prix qu'un Bordeaux à 10-12. Pour les gens qui nous entendent, on va mettre quelques choix de Christian, des passe-partout, mais peut-être par rouge, blanc, rosé, mousseux, quelques idées. Là. Il peut y en avoir un ou deux, il peut y en avoir 25, parce que les gens peuvent faire leur propre tête. Là. Ben, c'est ça. Mais veux-tu m'en donner quelques-uns que tu... Oui, absolument. Mettons, dans le rouge, 2-3... 2-3 dans le rouge, c'est ça. Tu as le Pinot Noir de l'Oregon, entre autres, qui est bien populaire, comme le Cloudline, par exemple. Oui, un je connais. Qui est à 24 et quelque chose. C'est très, très bon. Parfait. Les Pinots de l'Oregon sont très réputés, là, sont plus secs que ceux de la Californie un petit peu. Là. C'est vraiment des choses très intéressantes. Dans le vin du Portugal, moi, il y a le Cortez de Sima. Ça, là... Oui. C'est un 25 piastres à peu près, ça aussi? 20-25. Wow. Cortez de Sima, on est dans le rouge. Ça vient de l'Alentejo, au Portugal, une région plus au sud un petit peu. Moi, je dis souvent aux gens, ça, là, pour moi, là, c'est le meilleur rapport qualité-prix de la boîte. Aïe, aïe! À 20 là, il y a de quoi dans le verre. On va te dire une chose, là, c'est... Là, on va se je vais prendre en note, moi, d'abord. Cortez de Sima. Sima, il s'écrit comment? C-I-M-A. Ouais, OK. Là, on va vider les tablettes à cause de toi, là. Ça ressemble à ça. À 20 piastres, on va en acheter une coupe, là. 20-25, ça dit. Moi, j'adore ce vin-là. OK. Je le vanterai pas trop pour pas que ça fasse l'effet d'un film qu'on se fait vanter, qu'on va voir qu'on est déçu, là, pour avoir des attentes trop élevées. Là. Mais c'est un vin là, que... OK. Ouais, moi, même que ce vin-là, son recul d'à peu près 7-8 ans, ils ont vendu à 25. Il a baissé. Il a baissé, puis la qualité restait la même. C'est ça qui est particulier. À SAQ, des vins qui baissent, il faudrait que tu me fasses une liste. Il n'y en a pas beaucoup. La liste elle risque d'être courte. Ça se peut, hein? Mettons dans le blanc, une coupe de blanc que tu recommanderais? Puis, dans le blanc, écoute, il y a, pour aller dans ce que les gens aiment beaucoup, là, il y a un vin espagnol qui s'appelle Paco et Lola. Paco et Lola, c'est un vin là, qui est un vin blanc sec espagnol, qui est fait avec un cépage qui s'appelle l'Albarino. Aucun bois, c'est sec, une petite acidité, un peu là, dans ce qu'on disait tantôt. Là, des vins épurés, un petit peu minéral. Là, que tout le monde aime, dans le fond. Que tout le monde aime, c'est ça. Il y a aussi, écoute, le vin le plus vendu à la SAQ, le Sauvignon Kim Crawford. Kim Crawford de la Nouvelle-Zélande. En passant à la Nouvelle-Zélande, juste dire aux gens, des fois, les gens nous demandent des vins de la Nouvelle-Zélande, on a de la misère à en avoir de ce temps-là. Ils sont très touchés apparemment à la Nouvelle-Zélande par les problèmes de transport internationaux. Okay. Il y a certains vins qui sont... Il y a quelques bouteilles dans des ports, là. Je pense que oui, qui sont peut-être pris là. Ce n'est que partie remise, on va les boire plus tard. Oui. Mais il y a un vin qui est un peu paradoxal à toutes les autres, là, même à ce que je disais tantôt, c'est le Bread and Butter. Le Bread and Butter, c'est un chardonnay californien qui est à 19,5, puis il porte son nom. Parce qu'il est beurré, pas à peu près. C'est à peu près, je te avec dirais... quoi qu'on prend ça, mettons, un vin bien beurré, là? Moi, là, je trouve ça bon avec des fruits de mer. Je trouve ça bon avec des brochettes de poulet. C'est capable d'en prendre. Puis en certains cas, ça peut remplacer un rouge avec un steak, là. Tu as un blanc boisé avec un steak pour quelqu'un qui veut pas de rouge, là, ça peut très, très bien faire. Puis ce vin-là, c'est drôle, hein, parce que les gens nous disent « Ah, du bois, on n'en veut plus. On veut plus de vin boisé. » Puis pourtant, ce vin-là, on en vend des tonnes. À un moment donné, on en manque quasiment souvent. En fait, là, on augmente les commandes. Coudon, ils en veulent plus, mais ils en veulent pareil. Tu parlais de Kim Crawford, qui est un des plus vendus. Est-ce que dans le Pive est encore un des rosés qui sort le plus? Oui. Le Pive, le Pive, ça sort un vin biologique, moi, je le trouve très bon. Oui, absolument. C'est très, très beau. Tu as le pétale de rose aussi. Ben oui, Madame Sumer. Madame Sumer, ben oui. Il y a le Côte des Roses aussi. Le Côte des Roses, ça, c'est Gérard Bertrand qui fait ça, qui est un producteur très connu dans le Languedoc-Roussillon, dont la bouteille est spéciale parce que le fond de la bouteille imite une rose. Donc, mais c'est pas juste pour la bouteille, le vin est bon pareil. Un petit mousseux, mettons, on veut mettre 25-30$, y a-tu moyen de trouver de quoi? Ça, quand on veut pas mettre 80 sur les champagnes, mettons. Oui, absolument. Tu pourrais aller avec le Bernard Massard, entre autres, qui est un mousseux du Luxembourg, qui est vraiment bon, autour de 20,25$. Wow! Puis c'était aussi en rosé, qui était, je pense, à 19,20 aussi. Moi, j'adore ça. Bernard Massard rosé, là, c'est vraiment, vraiment bon. Puis, tu sais, contrairement à ce que les gens pensent, un mousseux rosé, là, c'est pas sucré, là, c'est sec. C'est sec quand même. Ça amène une complexité là, que souvent
qu'on n'a pas ailleurs. Là, il faut que je mette mes lunettes parce qu'on arrive aux questions du public. On en a pas mal. Ah oui, a pas mal. ah oui. Puis, il y a peut-être des choses qui vont se recouper, mais c'est pas grave. Pas grave. On dit, donc, je te l'ai parlé tantôt, la zone du meilleur rapport qualité-prix, c'est entre 20 et 30 $. C'est confirmé. Oui, ça, il n'y a pas de problème avec ça. OK. Oui, on peut se faire plaisir. Est-ce que, l'autre question qui est sur la liste des questions qui m'avaient été données, on y a un peu touché tantôt, est-ce que plus de 50$ on paye pour le nom? Tout semblait dire un peu plus haut que ça. Un peu plus haut, autour à peu 80? près de 80. Autour de 80 et plus, là, c'est sûr que oui, tu vas payer un peu pour la notoriété. Ça, c'est certain. OK, une question de base, vraiment de base. Pourquoi on dit qu'un vin est sec? Ça veut dire que tout le sucre, ou presque, a été transformé en alcool. Ça veut dire que quand tu vas le prendre, tu sens pas de perception sucrée. Là. Pour bien me faire comprendre, là, perception sucrée pour moi, là, Sauternes, Porto, des vendanges tardives. Tu prends ça, tu sens que c'est sucré. Ben oui. Même ce qu'on disait tantôt là, dans les vins qu'on... Les anciens vins, tu veux dire? Les anciens vins. Black Tower. Black Tower et compagnie. Ben là, oui. ça, c'est sucré. Ça, c'est une tasse de sucre, là, Ah oui. oui, Mais c'est ça ça. nous aidait, on n'aimait pas ça. Ben, On voulait ça. juste l'effet. Ça... Ben voyons, Christian, quand on commence. Carrément ça. Quand on a commencé, c'était ça. Ben regarde les jeunes, là, nos jeunes aujourd'hui, la génération actuelle, ils prennent des mix puis des... C'est ça. comment que ça s'appelle, toutes les maudits? Des prêts à boire. Là, Ouais, c'est ça. Il y a plein de colorants puis de fruits là-dedans. C'est ça. Toutes des boissons hyper sucrées. C'est ça, absolument. Un vin bio puis un vin nature, c'est la même chose? Non, ben il y a une différence entre les deux. OK. Un vin bio, ça veut dire que c'est un vin que dans le vignoble, on n'a pas utilisé de produits chimiques. Pas d'engrais chimiques, pas de pesticides chimiques, que des choses naturelles. OK? Ça, c'est l'agrobiologie. Le bon vieux crottin. Ah ouais, c'est exactement. C'est ça, qui est efficace. C'est ça. Et ces vins-là, est-ce que ça les rend meilleurs? Ben, pas nécessairement. C'est juste qu'au niveau de l'environnement, c'est mieux. Oui, ben oui. Simplement, c'est oui. ça. C'est très vertueux. On ne peut pas être contre ça, au contraire. Puis au niveau des sulfites, beaucoup de gens pensent que parce que c'est bio et pas de sulfite. Ben, c'est faux. Ça, faut que tu reparles des sulfites parce que c'est épouvantable. Ah, je suis pas capable, le sulfite, ça me donne mal à la tête. Ben oui. Il y en a dans tout. Ils vont avoir mal à la tête tout le temps parce qu'il y en a dans tout. Il n'y en a pas juste dans le vin. Tu sais, les fameux sulfites, dans le vin bio, il y en aurait un petit peu moins. Un petit peu, j'insiste. Ça sert à quoi le sulfite, mettons que tu m'expliques ça? C'est une protection, c'est un antioxydant. Ça empêche le vin de s'oxyder parce que le vin, c'est un produit qui s'oxyde, un peu comme une pomme que tu coupes en deux et tu laisses à la table. Ben oui. Tu sais, hein. Puis le vin réagit fortement à l'oxydation. Donc, ça permet là, de le protéger contre ça. Puis ça protège contre les bactéries aussi. C'est archi-naturel, donc? C'est rajouté. C'est rajouté. C'est un dérivé du soufre. OK. Là, c'est là qu'on arrive aux vins nature. Les vins nature, souvent, sont des vins bio, mais il y a rien d'ajouté. Pas ou peu de sulfite ajouté. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas de rajouté. Ça sera pas un vin de garde, d'après moi, là. Ça va être difficile à garder. C'est ça. Parce que les vins nature, c'est premièrement des vins sans sulfite. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, il n'y a pas de sulfite, c'est nature. » Non, il y en a pareil. Parce qu'un vin sans sulfite, ça n'existe pas. Parce que la fermentation par elle-même produit des sulfites. Sauf qu'on en rajoute tout le temps. Pour contrôler. Pour contrôler la conservation, pour que ça aide à voyager aussi. Ah oui. Et dans les vins nature, on n'en rajoute pas. Ou très peu. Ça, c'est ça l'affaire, parce qu'il n'y a pas de réglementation là-dessus. Ah, OK. C'est quoi très peu, ça? C'est quoi ça? Puis c'est quoi pas du tout? Bon. Sauf que le problème qu'il y a, ça crée un peu d'instabilité. Souvent, tu peux prendre... Dans une caisse, il y a 12 bouteilles. Tu vas ouvrir les 12 bouteilles. Tu peux avoir des goûts différents un petit peu dans chacune des bouteilles. Parce que c'est pas stable. Du même embouteillage, mettons, de la même affaire. OK. Même chose. Et souvent, tu as des odeurs, des fois, qui sont un peu désagréables, un peu terreux. Moi, personnellement, j'ai pas goûté souvent des vins nature avec lesquels j'ai fait « wow ». OK. Même que je dirais que c'est pas arrivé. Ben non, mais c'est ça qu'on veut savoir de toi. Toi, tu l'as essayé. Exactement. J'en ai essayé quelques-uns. Des vins bio, moi, je l'ai pris parce qu'il y a plus de vins bio que de nature. Ça, il y en a beaucoup. Même, il y a des vins qui sont bio que tu ne sauras jamais. Parce que on ne le met pas en évidence? Ils ne veulent pas payer pour être dans l'association, pour avoir le côté bio. Ils ne veulent pas payer pour ça. Puis il y en a qui ne veulent pas que leur vin soit vendu parce qu'il est bio, mais ils veulent qu'il soit vendu parce qu'il est bon. Fait que pour toutes sortes de raisons. Puis il y en a qui ne seront jamais bio non plus. Christian, je sais que la plupart des gens, je ne devrais pas dire la plupart, mais plusieurs personnes, on va parler de l'étiquette. Okay? Ouais. Qu'est-ce qu'on doit regarder sur l'étiquette? Comment on lit une étiquette? La plupart des gens que moi je connais regardent tout le temps le taux de sucre, première affaire. Ouais. Mais toi, tu vas nous dire que c'est pas ça qu'il faut regarder en premier. Bon. Qu'est-ce que tu regardes, toi, mettons que tu es curieux, tu arrives d'un autre pays, puis tu prends une bouteille dans tes mains. Qu'est-ce que tu regardes en premier? La première chose à regarder, c'est la provenance. Ça vient d'où? La provenance, si tu es en Europe, c'est facile, c'est les appellations contrôlées.
Des fois, en Italie, ça porte un autre nom, mais ça revient tout le temps au même. Ça va te donner la provenance précise. OK. Après ça, tu as le producteur. Hein? Si tu connais le producteur, ça peut aider. Puis après ça, ben, tu vas regarder l'année. Ben, pourquoi l'année? Parce que des années, des fois, qui sont meilleures que d'autres. Mais l'important, là, c'est de savoir d'où ça provient. Parce qu'en même temps que tu sais d'où ça provient, ça va t'aider à savoir c'est quoi les cépages qu'il y a là-dedans. C'est sûr que du côté européen, c'est plus difficile un peu. Parce que du côté Nouveau Monde, on a vraiment simplifié l'affaire. Cépage, producteur. Hein? Cabernet Sauvignon, Mondavi. Hein? Tu sais que c'est du Cabernet, c'est pas compliqué. Tandis que si tu vas par exemple, dans le Languedoc-Roussillon, faut savoir un peu que c'est Grenache, Syrah, Mourvèdre. Mais heureusement, depuis quelques années, on retourne l'étiquette d'abord sur la contre-étiquette en arrière. Souvent, l'encépagement va être écrit. OK. Parce que c'est ça qui fait que... Il y a de l'intérêt, les gens oui, connaissent plus ça. Qu'on connaisse ce qu'on boit. Tu sais, la base dans le monde du vin, moi je le dis tout le temps, c'est les cépages. Quand tu connais les caractéristiques de chacun des cépages, tu es en voiture. Tu sais, nous autres, on n'a pas goûté à tout. Tu sais, un client va m'arriver, il va dire « Hey, ça, là, ça a l'air de quoi, ce vin-là? » Ah, ben là, si je sais que c'est un Zinfandel, ben regarde ça, tu vas avoir beaucoup de fruits. Hein, ça va être un vin sans être sucré, mais beaucoup, beaucoup de fruits, des arômes un petit peu épicés aussi. Tu sais, ça donne une idée. On est capable de savoir à peu près, avoir des attentes sur ce qu'il y a dans cette bouteille-là. C'est ça qui est important. Mais la provenance, c'est l'élément clé. OK, parfait. Le champagne, ça se garde-tu, ça? Ben, non, en général, non. OK, c'est fait pour boire. Le seul champagne qui pourrait se garder, c'est le champagne millésimé. Celui qui a une année dessus. Parce que c'est toute la même récolte, c'est toute la même année, puis c'est juste des grandes années qui en font. Mais la plupart du temps, quand tu reçois une bouteille de champagne, voilà donc. C'est quoi? Mettons, je te demandais, après 38 ans à la SAQ, les mets les plus difficiles à accorder avec du vin, c'est quoi? Ah, mon Dieu, ça, tout ce qui est au curry, par exemple. Là, les épices fortes? Ah, des épices fortes, puis des épices très parfumées. C'est difficile à marier avec le vin, ça. Tu sais, comme le chili, le curry, c'est très goûteux. La coriandre, ça goûte fort. Les épices indiens, c'est ça, c'est très, très fort. Puis là, ben, les gens, des fois, arrivent, comme l'autre jour, ça m'est arrivé, quelqu'un voulait avoir un plat au beurre. Il y a beaucoup de curry là-dedans, des choses comme ça. C'est très bon. C'est sucré. Mais c'est dur à marier. Puis un des rares cépages qui va bien avec ça, c'est le Gewürztraminer d'Alsace. Mais le Gewürztraminer, là, tu fais rien que prononcer le mot, la moitié du monde sont partis. OK. Il y a une mauvaise réputation? Ben, c'est parce que c'est un cépage, ça, que tu adores ou tu détestes. Il n'y a pas de milieu. Quand tu adores ça, tu adores ça. Tu sais, premièrement, c'est presque sucré. Et c'est hyper aromatique. Tu sais, là, tu vas avoir des arômes de litchi, de pamplemousse, de rose, de toutes sortes d'affaires. Tu sais. Moi, j'adore ça. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas capables. Ah ouais, hein? Fait que là, tu essaies d'aller ailleurs, de prendre un blanc qui va être un petit peu plus sulfureux. On va aller sur un pinot gris, par exemple. Bon, on va avoir moins de côté exubérant du Gewürztraminer. Mais, tu sais, quelqu'un qui m'arrive avec d'avoir un bon rouge très, très tannique avec ça, je vais essayer de le faire changer d'idée. Parce que là... Ou des fois, les gens, ils tiennent à leur vin. Et des fois, la façon dont je m'en sors, je me dis, écoutez, vous pouvez le prendre, mais je me dis carrément de ça. Moi, je vous dis que vous ne le conseillez pas pour telle raison. Je sais que ça fonctionne pas. Mais vous êtes le consommateur. Mais si vous voulez le prendre, vous le prenez. Là, ça, je n'ai pas de problème avec ça. Mais je préfère vous avertir que c'est vraiment pas l'accord idéal. Si on essayait de trouver un verre qui passe partout pour boire n'importe quel vin, c'est encore le Riedel? Le petit Riedel? Non, pas nécessairement. Parce que des gens qui mettent beaucoup d'importance là-dessus. Tu arrives, hey, tu n'as pas une grosse coupe pour un vin rouge, ça ne marche pas, il ne respirera pas, il ne sera pas buvable. Je sais que tu es plus simple dans ta façon de voir. Oui. C'est sûr qu'il existe des verres là, qui ont été spécialisés, un verre à Chardonnay, un verre à Nebbiolo, puis bon, on peut faire ça, mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Moi, il y a deux types de verres que je privilégie. C'est pas nécessairement le Riedel, ils en font des bons, mais moi, j'aime bien le verre Inao, en fait, qui est un verre qui a été créé par la France, en fait, là. L'Institut national des appellations d'origine, là, qui est l'abréviation de Inao. C'est un petit verre, mais qui est une cheminée, je vais pas ça de même. Parce que la coupe, ça, c'est la partie qui contient le liquide. Elle est haute et l'ouverture n'est pas large. Mais la base de la coupe doit être plus large que son ouverture de façon à concentrer les arômes. OK, ça, c'est important pour le goût. Quand tu fais tourner le vin pour aller chercher plus d'arômes, ben, c'est plus facile. OK. Un autre vin qui est très populaire, que j'aime bien aussi, c'est le Spiegelau. Ah oui, Spiegelau, ben oui, c'est ça. Qui est un verre allemand, qui est un peu plus gros que le verre Inao.
Mais moi, je trouve que ces deux-là, c'est des verres universels. Tu sais, c'est des verres, des rouges, des blancs, même le Inaos peut servir du mousseux là-dedans aussi. OK, sans problème. Sans problème. Monsieur Martel, est-ce que la teneur en alcool du vin détermine sa qualité? Ah, pas du tout. Non, c'est clair. Ça peut dépendre des cépages. Comme par exemple, le Grenache. Ouais. Le cépage Grenache qu'on trouve en Espagne, qu'on trouve aussi dans le sud des Côtes-du-Rhône, le Châteauneuf-du-Pape, Grenache là-dedans. Regardez tout le temps les taux d'alcool là, quand vous tournez la bouteille de bord, là, c'est rarement en bas de 15 %. Pourquoi? Parce que le Grenache, c'est un cépage qui est très sucré. Alors, étant très sucré, produit beaucoup d'alcool. Un ne va pas sans l'autre. OK. Puis ça peut provenir, ça peut être la provenance aussi. S'il fait chaud, à ce moment-là, les raisins sont plus mûrs. Oh, là, tu touches à quelque chose qui est presque de l'actualité. Le réchauffement de la planète, c'est sûr que ça va amener des taux d'alcool plus grands, naturellement. Absolument. C'est ce qu'on voit, là? C'est une des raisons pourquoi les taux d'alcool sont plus élevés actuellement. Okay. Moi, quand j'ai commencé dans le vin, on me disait tantôt, il y a 38 ans, 11,5, c'était pas rare. Ah oui, puis c'est vrai qu'à ça, c'est 12-13. C'est la norme, mais à ça, ce que tu vois le plus souvent, c'est 13,5. Oh, OK. On a augmenté de 2 degrés. Ben, il y a deux raisons à ça. C'est que la première, oui, il y a le réchauffement de la planète. Mais la deuxième aussi, c'est qu'on fait par exprès pour faire ça, pour avoir un taux d'alcool plus élevé. Parce qu'un taux d'alcool plus élevé va donner un vin qui est plus moelleux, qui est plus souple. Parce que l'alcool est un dérivé du soufre. Un dérivé du soufre, oublie ça. C'est un dérivé du sucre, c'est-à-dire. Je commençais à souffrir. Oh, ouais, c'est ça, on souffrait, là. C'est un dérivé du sucre. Donc, l'alcool a un goût sucré. Ouais. Et tu regarderas, comme je disais tantôt, des taux d'alcool de 14, 15. Le vin n'est jamais agressif. Au contraire, il est tout en rondeur, plein de fruits. Donc, comme les gens aujourd'hui veulent pas garder de vin, ou on essaye... Mais à 15, si tu prends 3 bouteilles, tu vas être rond aussi, là. Il n'y a pas juste le vin qui va être en rondeur. Ah oui. Non, il n'y a pas juste le vin là, qui va être rond, effectivement. Oh non, c'est ça, tu sais. Mais tout ça fait en sorte que ça donne un vin qui est prêt à boire plus rapidement, que même en jeunesse, qui va être très, très bon. Et tout ça est voulu. Moi, il y a un producteur qui me disait, écoute, il dit, dans le temps, il dit qu'on faisait des vins à 11,5, il n'était pas toujours bon. Mais maintenant, à 13,5... Ça corrige? Ça corrige? Ça corrige beaucoup, OK, beaucoup parfait. de choses, absolument. Est-ce qu'on doit toujours servir le vin avant les plats quand tu reçois du monde? Ben, moi, je le recommande. Parce que, écoute... Et c'est une bonne réponse. Moi, j'ai lu sur des experts mondiaux qui disaient faut toujours donner le vin avant de commencer à manger. Il faut. Puis moi, écoute, mettons, t'achètes une bonne bouteille. Puis moi, je dis tout le temps aux gens, là, le vin que vous venez d'acheter, là, prenez-en au moins un verre avant de manger. Au moins. Parce que c'est là que tu goûtes le vin pleinement. Parce que quand tu le goûtes avec la nourriture en mangeant, ça goûte moins. Tu le perds au travers du reste. Ben oui. Tu sais, tu as payé une bonne bouteille, 50 $. Ben, tu sais, prends-en au moins minimum un verre avant pour le goûter comme il faut, puis de prendre le temps de l'apprécier. C'est très, très, très important. Une des choses que tu as déjà dites, mais qui m'est répétée par des gens, tu sais, il y a des affaires, on accroche, puis on dit, Christian Martel avait dit ça dans une chronique, puis je le fais tout le temps. Si vous avez 3 bouteilles, une à 37, une à 28, puis une à 16, commencez par la meilleure. Ah oui, absolument. Pour cette même raison-là. C'est ça. Pour cette même raison-là. Puis quand, à la fin de la soirée, des fois, tu goûtes moins. Hein? C'est ça, on goûte moins. C'est ça, on goûte moins. Mais c'est logique quand on y pense. Ben oui, c'est vrai. Fait que c'est pas nécessaire de prendre la meilleure à la fin, tu la gaspilles. Là, j'arrive dans une zone que tu aimes beaucoup. Est-ce qu'on doit ouvrir le vin à l'avance? Parce que toi, je sais que le carafage, tu en as déjà parlé. Oui. Carafage, pour toi, c'est pas nécessaire. Non. Mais est-ce qu'on doit l'ouvrir à l'avance? Ça donne rien. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais ça donne absolument rien. Pourquoi on ferait ça? On fait ça. Pour qu'il respire, c'est ça que le monde nous dit. Ben oui, le vin va respirer. Écoute, il respire dans ton verre, tu vas me dire? Ben oui, mais respirer encore là. Tu sais, moi, comme je te le disais tantôt, on en a parlé souvent, puis bien des collègues puis des gens du milieu disent ce que je dis, ça n'a pas d'allure, mais ça, ils l'ont pas fait à l'aveugle. Mais le carafage, à date, moi, j'ai au moins une vingtaine d'expériences à l'aveugle de fait avec ça, puis ça m'a pas convaincu, c'est le contraire. On dirait que ça écrase le vin plutôt que de l'ouvrir. Normalement, les arômes devraient être décuplés, mais c'est pas ça qui est arrivé. Sauf que ouvrir la bouteille à l'avance, c'est un peu pour faire la même chose, mais la surface qui est en contact avec l'air est grande comme un 10 cents. Fait que tu vas aérer très, très peu de choses avec ça, d'autant plus que ça donne absolument rien de le faire. Fait qu'on se casse pas la tête, on le fait pas. Pourquoi certains vins, on va les faire vieillir, puis vont être meilleurs après 7 ans, puis d'autres non? Parce que la plupart des vins
sont prêts à boire dès qu'ils sont mis sur OK, le la majorité, c'est ça. La majorité, c'est ça. Prêt à boire, c'est 1 an ou 2, c'est ça? Oh, ça 3 ans? peut être 3, 4, ça peut être OK. 4, 5. Ils vont se conserver, mais ils vont-tu vraiment s'améliorer? Non. C'est une autre affaire. OK. T'sais. Comme je disais tantôt, les vins de garde, là, c'est à peu près 10 de ce qui est produit, là, mais pas plus. Mais comment je le sais que ça va être un vin de garde? Premièrement, ça prend un vin il va être cher en partant. En OK, partant, il va être cher. Deuxièmement, c'est un vin qui va être très, très, très puissant. Puis deuxièmement, tu sens qu'il ne sera pas fait encore. Il ne sera pas complètement amalgamé. Il ne sera pas à son meilleur. Tu sais, on parlait de Barolo Mais tantôt, qui? là. Est-ce que le producteur décide ça? C'est ça que j'essaie de comprendre. Ou si les raisins donnent un vin qui va être de garde nécessairement. J'essaie de comprendre d'où ça vient. C'est les raisins au départ. C'est les raisins. Ça part du raisin. C'est la première. Parce que là, c'est tes meilleurs raisins qui vont faire ça. C'est ça. Tes meilleurs raisins sont ceux qui vont goûter le plus. Concentré. Extrêmement puissant. Là, puis ça va donner un vin en conséquence. Puis tes meilleurs raisins, là, tu vas me dire, t'en as pas tant que ça. Non, donc, c'est pour ça que c'est plus cher. Ben oui, c'est la minorité. Donc, c'est pour ça OK, que, ça explique le prix, puis le temps. Exactement. Puis le temps que ça prend pour le faire, ça prend un vieillissement en fût qui va être prolongé. Tu sais, si ça passe 1 an et demi d'un fût, il n'y a rien qui rentre pendant ce temps-là. 0 cents, c'est ça. ça. Fait que tout ça... Il y a quelqu'un qui va payer pour ça un jour. Ah oui, c'est nous autres. On va payer pour ça. Mais c'est une minorité de vins. Puis, comme je disais tantôt, une certaine façon, c'est le prix, mais aussi... de se faire conseiller là-dessus aussi. Là. Comme un Barolo, par exemple, qui est à 80 $, qui n'est pas prêt à boire. Oui, tu vas peut-être l'aimer, mais d'un autre côté, tu vas avoir du gros tanin, ça peut même être un peu austère. Mais si tu avais attendu 7-8 ans, ça aurait été grandiose. C'est ça l'affaire. Il me reste 3 petites questions. Uh-huh. Le vin perd-il de l'alcool en vieillissant? Non, pas du tout. Pas du tout, il reste pareil? Il Il n'en reste prendra pareil. pas non plus? Non, il n'en prend pas. Il va changer de goût, mais il perd... OK, exact. l'alcool ne bougera pas. OK. C'est ça. Quand on dit qu'un vin a une finale longue, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça, c'est un signe de qualité. Ça veut dire qu'après avoir avalé, tu as l'impression que ça reste. Tu sais, des vins hyper légers, là, où tu avales ça, puis pouf, c'est fini, il n'y a plus rien. Tandis que là, même si tu l'as avalé, là, est-ce que tu nous dirais qu'on aura avantage à le brasser dans notre bouche, à le garder, faire goûter à toutes les papilles, en fait, s'accrocher ses papilles? C'est important. C'est important. Faut que tu le gardes en bouche. Ça veut pas dire se gargariser 1 heure comme avec le scope, là? non, pas mais on comprend que faut pas aller trop vite. Il faut le faire circuler partout. Puis justement, même quand on remplit une fiche de dégustation, on veut décortiquer un vin, la longueur, c'est quelque chose qu'on note. Oh, OK. Ah oui, on va dire, est-ce que le vin reste en bouche ou s'il s'estompe tout de suite? Puis c'est ce qui fait qu'un vin a de la puissance ou pas. Un vin est corsé ou pas. C'est sa longueur qui le détermine. Puis il y a un autre petit truc bien facile aussi, parce que la longueur, c'est pas toujours évident. Parce que des fois, tu vas avoir un vin qui est acide. L'acidité reste en bouche, mais tout le fruit est parti. Il faut que la longueur arrête là. Mais il y a un petit truc facile. Moi, j'appelle ça le test des 2-3 gouttes. Tu prends 2-3 gouttes de vin. Si ça goûte à rien, tu as à faire un vin qui est très léger. Puis un vin qui est corsé, 2-3 gouttes, ça explose de goût en bouche. Fait que c'est des petits trucs faciles là, qui nous permettent de connaître là, à peu près là, l'intensité du vin. Est-ce qu'il y a encore des vitamines du raisin dans le vin? Oui, absolument. Entre autres, de la vitamine B. Donc, c'est là qu'on peut dire que c'est important de boire du vin. Ben oui, ben oui. J'aime le raisin. On en boit rien que pour ça, oui. Fait qu'il en reste. Oh, il en reste. Les vitamines qui sont actives dans le raisin demeurent dans le vin. C'est ça qui est plaisant, c'est ça qui est le fun. Avec la pandémie, nos vitamines... c'est important. C'est très important, je pense que c'est à retenir. Bon, on vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci, Christian. Ah ben toi aussi. À bientôt. Tout le monde. Toujours un plaisir. Salut.